Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill et avec Caroline Vigneault ce matin qui met en scène le Cid pète un câble, son adaptation du Cid de Corneille au Théâtre des Mathurins à Paris à partir du 15 janvier. Attention, ça commence bientôt jusqu'au 27 février. Et on va dresser, Caroline, votre portrait sonore des petits sons pour mieux vous connaître. Et voici le premier. Ça me rappelle mon grand-père qui jouait de l'orgue à la messe. Parce que alors vous avez grandi dans une famille catholique traditionnelle, vos grands-parents étaient très pratiquants, Caroline, et pour rendre la messe un peu plus intéressante, dès vos 6 ans, vous vous portez volontaire pour lire des psaumes au micro. J'adorais ça. Vous adoriez ça? Là, c'est ma première scène. Oui, ça fait... Premier public. Premier public. Ça faisait beaucoup plaisir à mes grands-parents parce que je savais très bien lire, j'avais une bonne diction. Et donc, à la sortie de la messe, ils étaient félicités. Et en plus, c'était dans les Vosges. Donc, il y a ce côté vraiment, la messe était hyper important. Et après, il y avait l'apéritif. On parlait. Oui. Et donc, j'étais un peu le centre. J'adorais ça. Vous compreniez ce que vous racontiez? Pas du tout. Non, pas du tout. Non, à la lettre de Saint Paul apôtre Corinthien, mais c'est pas grave. Je trouvais que ça manquait de vannes. Ouais. Ça, c'est sûr. Mais je me souviens que quand ça arrive à la fin du texte, j'aimais tellement ce moment où les gens me regardaient et tout ça, que je ralentissais pour que ça dure plus longtemps. Ah, il y avait des effets de mise en scène. Oui. Ouais. Est-ce que ça a été compliqué pour vos parents de voir leur fille, ancienne enfant de chœur, dire des grossièretés sur scène? Ah oui, je me souviens la première fois, à un moment donné, dans mon tout premier spectacle, je faisais une garde à vue. J'imaginais, parce que c'était à l'époque où Sarkozy avait dit faut réarrêter les enfants. J'avais imaginé une garde à vue pour les enfants et une petite fille qui avait une jupe et un flic qui l'insultait, qui lui parlait mal. Il disait cette jupe type pute. Et ma mère elle me disait non, excuse-moi, c'est pas possible, tu peux pas dire ça. Tu pourrais dire type péripatéticienne. Je dis, mais maman, en fait, ce qui est drôle, c'est qu'un adulte parle mal à une enfant, mais oui. c'est là que vient le rire. Elle me dit, ouais, mais c'est trop. Mais vous étiez un peu rebelle, Caroline, et à 12 ans, vous écoutiez ça. Ah oui. Ça aussi, ça a dû choquer, j'imagine. Parce que, alors, vous étiez très fan de George Michael, amoureuse même. Mais j'étais amoureuse, j'embrassais son poster. Vous saviez que c'était sans avenir possible. Alors, tout le monde m'a toujours dit ça. Moi, je me suis dit, vous savez quoi, il m'a jamais rencontré, donc on peut pas savoir. Il est pas grand. Et alors, avant de dormir, vous embrassiez donc son poster au point de désespérer votre mère, parce que pour la jeune catholique que vous êtes, I Want Your Sex, c'était quand même écouter l'interdit. Non, mais non seulement ça, donc ça c'était un scandale, mais je me souviens de maman qui regardait mon poster et elle me disait, mais je ne comprends pas que tu puisses être amoureuse d'un homme qui ne se rase même pas. C'est génial. Parce qu'il avait ce poster, il avait la barbe et il avait une grosse croix qui pendait à l'oreille avec le cuir blouson relevé. Mais bien sûr, moi, c'était là. J'avais l'impression d'être une punk. Même pas rasé. C'est honteux. Est-ce qu'on peut faire un gros plan sur Thomas, s'il vous plaît? Il est légèrement poilu. Et alors, il est mort le 25 décembre 2016, George Michael. J'imagine ça a dû être un Noël terrible pour vous. C'était d'autant plus terrible que c'est le premier Noël. Je viens de divorcer, c'est le premier Noël que je passe sans mes enfants. Oh. Donc je suis dans mon lit toute seule en train de pleurer et donc j'allume la télé, j'entends George Michael vient de mourir. Je fais je regarde le plafond de ma chambre, genre au ciel. Vas-y, t'as rien d'autre. Bon, et alors vous vous intéressiez pas uniquement aux chanteurs. À l'époque, vous vous intéressiez aussi aux humoristes, lui notamment. Terroriste belge se prend en otage et menace de se tuer s'il n'est pas libéré. La police intervient, 4 morts. Génie d'Albert Dupontel. Génie absolu. Qui avait d'ailleurs dans ce spectacle un sketch où il jouait un avocat, il faisait une plaidoirie. Une plaidoirie extraordinaire. Et dans mon premier spectacle, qui s'appelait Caroline Vigneault quitte la robe, et je voulais faire une plaidoirie. Et je m'étais mis un challenge, je m'étais dit tant que j'écris pas un texte au moins aussi bien que celui-là, il n'y aura pas de plaidoirie. Et il n'y a pas eu de plaidoirie. C'est vrai, il était très très fort. Très Albert fort. Dupontel. Mais ces sketchs n'ont pas vieilli. Ah oui, non mais incroyable. On aurait tellement aimé qu'il refasse un spectacle. Mais non, jamais. Et alors, c'est pas lui qui vous a donné envie de devenir avocate, Caroline Vigneault? Non. C'est Gisèle Halimi. Ah, c'est Gisèle Halimi. Gisèle Halimi qui a tellement œuvré pour les femmes, qui a une preuve d'une liberté. Puis je trouvais ça fou que elle, comme Robert Badinter, en plaidant, change les lois. C'est-à-dire que le pouvoir d'un avocat au prétoire, qui est de pouvoir convaincre des juges de ne pas appliquer la loi, et donc d'obtenir après du législateur qu'on modifie la loi. Vous avez eu le temps de la rencontrer, Gisèle Halimi, jamais. Non.
J'ai rencontré Robert Badinter. Ah, bon, c'est déjà pas mal. Mais alors, donc, vous êtes vraiment devenue avocate pendant quelques années, puis un jour, vous avez pris cette décision un peu radicale de dire à vos parents, non, en fait, je vais changer et ma vocation, ça va être d'être humoriste maintenant. Comment ils l'ont pris sur le coup ? Ça a été un gros choc parce que, sachant que c'était une décision complètement folle, d'autant que je connaissais vraiment personne dans ce métier, il n'y avait aucune chance que ça marche. J'ai dit à personne, j'ai démissionné. J'ai commencé à écrire un spectacle et c'est au bout de quelques mois sans travail que j'ai dit à mes parents, au fait, j'ai oublié de vous dire un truc, je suis plus avocate. Et mon père m'a dit, ah bon, tu es plus avocate quand tu travailles en entreprise ? Pas tout à fait, en fait, je suis humoriste. Quoi ? Humoriste. Et là, mon père a dit, t'es humoriste. Mais ok, ma fille est folle. C'était fou pour eux parce que j'avais fait tellement d'études. J'ai un bac +7, donc ils m'ont vu bosser jour et nuit pour avoir des examens. Après, pareil, pour travailler au cabinet jour et nuit pendant plus de presque 8 ans. Et puis d'un jour, me rendre compte que pas du tout. Non, mais c'est ça le plus dingue. Vous aimiez vraiment. Moi, j'adorais ce métier. Mais je découvre par hasard, en étant avocate, en rentrant dans une troupe avec des avocats amateurs, que le plaisir d'être sur scène et de faire rire, en fait, je suis faite pour ça. Et ce qui est fou, c'est que quand ça commence à s'aligner dans votre vie, tout ce que depuis petite on me reproche dans mon éducation, genre arrête, t'es trop de bruit, tu fais ton intéressante, qui étaient des défauts, sur scène devient une qualité. C'est comme si enfin je comprenais pourquoi j'étais comme ça. Et puis alors vous allez vous lancer dans cette carrière d'humoriste et très vite vous êtes passé à la télé, Caroline. Oh la vache. Ça, je ne sais pas si le grand public sait que votre premier passage à la télévision, c'était dans cette émission On ne demande qu'à en rire. Mais alors, vous ne gardez pas un très bon souvenir de votre premier passage. Ça a été assez compliqué. Ça a été très violent, parce que je me suis fait humilier en direct à la télé. Moi, je viens de quitter ce métier où je sais que je suis avocate et où j'ai un diplôme. Personne ne peut pas me dire que je ne suis pas avocate. Et je me lance dans ça et je fais une émission en direct. Donc, plusieurs millions de téléspectateurs à l'époque. Et il y a un monsieur, un professionnel de la profession qui est face à moi et qui va me déglinguer complètement. Évidemment, je ne vais pas donner son nom parce qu'il peut nous écouter. Bonjour Jean-Luc Moreau. Jean-Luc Moreau qui me regarde à la fin du sketch. Metteur en scène, hyper connu, célèbre à Paris. C'était le plus sévère du jury quand même, Jean-Luc Moreau. Je sais pas, en tout cas avec moi, c'est sûr. Avec vous, il a été très dur. Oui, il m'a dit, mais vous avez vraiment arrêté d'être avocate pour faire ça. Il fait, vous auriez jamais dû, vous n'y arriverez jamais. Vous êtes trop jolie pour être drôle. En plus, quand vous faites vos sketchs, vous faites des grimaces, vous vous enlaidissez. On n'aime pas que les jolies filles s'enlaidissent. Et mademoiselle, je vais vous le dire, il n'y a qu'un seul truc qui est intéressant chez vous, c'est vos chaussures. Est-ce que ce sont des vrais Louboutins ? Et en plus je n'ai pas la capacité de répondre, je prends ça comme ça dans la gueule, tout le monde rit et moi je suis là en me disant mais je viens de foutre ma vie en l'air et on vient de m'expliquer que pour rien. Je rentre chez moi, je me souviens en PLS pendant 3 semaines je suis anéantie en disant qu'est-ce que je dois faire de ma vie en fait. Et vos vous avez parents ils l'ont vu ça ? Non, j'ai rien dit à mes parents, heureusement. Comment vous êtes remis de ça ? Parce que c'est quand même en fait, il y a un truc qui se passe dans mon corps, au bout d'un moment, mon caractère de merde, dirait ma mère, qui sort comme ça, et au bout de 3 semaines, enfin, il y a quelque chose qui arrive à percer le désespoir, et qui me dit, mais pourquoi tu donnes autant de pouvoir à la phrase de ce type que tu ne connais même pas. Et c'est là où ça devient génial, c'est que ce truc qui m'a anéanti va devenir une force. Et qu'à chaque fois après, dans ma vie, je vais me dire, en fait, je vais lui prouver qu'il a tort. Et donc, quand je joue dans des salles qui, au début, il n'y a personne et tout, que je dis, il faut que j'arrête, c'est une voix qui arrive qui fait, non, pense à Jean-Luc Moreau. Je fais, non, j'arrêterai pas. Et vous avez bien fait de vous accrocher. Là, vous en êtes à votre 4e spectacle, In Vigno Veritas. Et c'est un carton. Ça a été un carton au Théâtre Édouard VII. Vous êtes votre propre productrice, en plus, donc c'est d'autant plus fort et vous êtes maintenant partout en France pour cette grande tournée d'In Vigno Veritas. Caroline Vigno, restez avec nous dans un instant. La chronique série d'Héloïse Goua qui n'a pas bossé. Et ça, vous allez voir le résultat. Elle va quand même s'en sortir dans quelques instants sur Europe 1. À tout de suite.